Yo, salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika. Ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, je suis en plein travaux, c'est le bordel chez moi. À la base les amis, je devais seulement refaire la cuisine, et comme je suis un petit peu fou sur les bords, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé un mur, il y a de la poussière partout, c'est un peu le beans. Ne faites pas attention au décor, c'est un petit peu à la Walligan Beast to Fly. Promis, d'ici quelques jours, logiquement, je croise les doigts, je touche du bois et du singe. Logiquement, mercredi ou jeudi, ça ira beaucoup mieux, mais d'ici là, c'est un petit peu en mode amateur. Alors les amis, aujourd'hui, on fait un petit point sur un petit retour sur le match donc d'hier entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens. J'y étais, j'étais à Bollaert. Je vous dirai après quel a été mon ressenti sur le match. Tout ça, on va en parler ensemble, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Je me suis aussi refait le match une seconde fois ce matin à froid dans mon canapé tranquillement pour revoir un petit peu les différentes séquences qui m'avaient interpellé au stade, et j'ai donc une deuxième lecture qui me paraît intéressante à comparer avec le point de vue du stade. Tout ça, on en parlera aujourd'hui, et on finira sur un troisième sujet, à savoir quels sont, à l'instant T, selon moi, les manques en termes de profil de joueurs pour l'OL, pour, si possible, améliorer le rendu des prestations. Et je pense, les amis, en tout cas c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, je pense qu'il manque peut-être 2 ou 3 profils. Donc voilà, autant de sujets que l'on va évoquer ensemble les amis aujourd'hui. Avant de commencer, si vous aimez le contenu les gars, pensez au petit pouce, pensez à commenter, à me dire vos différents points de vue sous la vidéo, pensez aussi à vous abonner, activer la cloche et booster le contenu si vraiment vous aimez le 11 lyonnais, même dans un cadre un petit peu plus... un peu plus bordélique. Voilà en gros ce que je voulais vous dire en préambule les amis. On commence donc par le débrief du match. Victoire de l'Olympique Lyonnais. 1-0, donc on est maintenant plus de 24 heures après le match. Les émotions sont un petit peu retombées, c'est bien normal. Mais ce match-là, il faut en parler parce qu'il y a à la fois du positif et du plus négatif. Alors, si on prend tout d'abord l'histoire du match, je pense que l'OL a fait un match sérieux, dans la continuité de ces matchs de préparation de pré-saison. Pourquoi ? En pré-saison, on a vu un OL qui insistait lourdement sur 2-3 grands principes de jeu, parmi lesquels les ressorties de balles sous pression en bloc bas, avec Descamps, Mata, Niakhaté, et les 2 latéraux qui aiment bien se réinsérer pour créer un décalage, ou alors, ce qu'on a vu encore une fois à Bollaert contre le Racing Club de Lens de Pierre Sage, on a vu aussi donc Maitland-Niles qui devenait non pas ailier droit théorique, mais qui se réinsérait dans le cœur du jeu et venait créer un carré dans l'axe avec 4 milieux de terrain, à savoir Morton, Tessman, Tolisso et donc Ainsley, Maitland-Niles. Alors ça a été fait durant tout le match avec des succès et d'autres fois des échecs. C'est comme ça, c'est un parti pris tactique du staff et du coach, mais je comprends l'intérêt. En fait, si on y réfléchit bien, l'animation en carré, entre guillemets, c'est un petit peu un concept tactique théorique, mais le carré à 4 milieux de terrain, pour moi, il a du sens pour 2 raisons. Number one, c'est que Fonseca, souvent j'en parle en vidéo, il aime bien créer dans l'axe du surnombre pour avoir une domination, une emprise technique face à l'équipe adverse. Ça, je peux le comprendre, c'est un point tactique que beaucoup de coachs aiment bien. C'est le cas de De Zerbi, de Guardiola, c'est le cas aussi donc de Paulo Fonseca. Ils aiment bien avoir une emprise tactique, technique sur le match. Mais le problème, c'est qu'hier, l'animation en carré dans le cœur du jeu, elle s'est heurtée à un bloc lensois qui lui-même avait un carré dans le cœur du jeu. Dans le 3-4-2-1 de Pierre Sage, le 2 du 3-4-2-1, en l'occurrence Saïd plus Guilavogui, les deux n'hésitaient pas à reculer un petit peu, décrocher, et venaient créer un carré, donc un carré à 4 sommets, donc Guilavogui, Saïd, plus un peu plus reculé Thomasson et Andy Diouf. Et au final, l'utilité, je dirais, sous pression de Maitland-Niles, elle a été sacrément diminuée, limitée. Et en plus, il faut le dire, j'en ferai après une petite parenthèse, un focus sur le joueur, mais Maitland-Niles, techniquement, a été tellement dégueulasse, beaucoup de pertes de balles largement évitables, qu'au final, je dirais que nos circuits de passe sous pression ont été relativement moyens par rapport à ce qu'on a vu durant les matchs de pré-saison. Donc techniquement, sous pression, c'était pas un grand match de l'OL. Il y a eu quelques fois où ça a marché, c'est vrai, mais dans l'ensemble, là où on a été tous, je pense, séduits contre Hambourg, Majorque ou le Bayern, là contre Lens, les sorties de balles sous pression, c'était quand même pas non plus exceptionnel. Parce que, 2 raisons à ça, en face, le 3-4-2-1
de Pierre Sage, dont il a hérité de Franck Hez et Will Steele. Ce 3-4-2-1 était un petit peu l'antidote au carré de l'OL, un 4 contre 4, ce qui donc provoque une moindre emprise technique pour l'OL, en tout cas durant une bonne partie du match. Et on a été vraiment gênés. Il y a eu des séquences de jeu où Lens venait extrêmement haut presser nos joueurs, et les Lensois ont littéralement contraint la relance de l'OL sous pression. Même si dans l'ensemble, sous pression, l'OL a su plutôt bien résister à ce que Lens proposait. Et d'ailleurs, lors du débrief de match contre Retafe, ce match tellement âpre et dur d'un point de vue physique, j'avais dit que c'était pour moi le meilleur match de répétition avant de jouer Lens. Alors oui, Lens, c'est pas une équipe qui est dangereuse, c'est pas une équipe qui est rugueuse, mais une équipe qui est tellement intense, beaucoup de courses, volume de jeu, l'apport des pistons, les projections, les courses verticales. Ce match-là, c'était un petit peu une forme de répétition contre Retafe avant le match contre Lens. Et je pense que Retafe a été pour nous un match extrêmement important pour être prêt le jour J à Bollaert. Et pas manqué, j'ai vu plein d'éléments qu'on a vus en phase de matchs amicaux, qui m'ont beaucoup plu encore une fois. J'ai aimé l'envie qu'on a de jouer sous pression, c'est bien, c'est intéressant. À ce titre, il faut le dire, Morton a été vraiment positif, très disponible, plutôt propre sous pression, même s'il peut encore faire mieux, je le pense vraiment. Mais voilà, dans l'ensemble, on a revu des principes de jeu des matchs amicaux, c'est sûr, même si contre Lens, le pressing lensois, l'agressivité, l'intensité ont fait du mal et ont limité en partie le plan de jeu de Fonseca. Maintenant, si on reprend l'histoire du match, je dirais que les 45 premières minutes se ponctuent pour nous par un temps fort. Un temps fort au cours duquel on le sent bien, l'OL est mieux, techniquement c'est mieux, et je dois le dire, ça c'est un point qui est super important, vu du stade, je m'en suis rendu compte, mais ce matin, à froid, en revoyant le match, je me suis dit qu'en fait il fallait vraiment faire un petit focus sur 2-3 joueurs qui ont été tellement importants pour bonifier ce qu'a bien fait l'OL hier. Il y a 3 joueurs qui ont été vraiment intéressants dans la construction du jeu. J'ai vraiment aimé Morton, il a été l'une des premières rampes de lancement pour l'OL, sous pression, plutôt à l'aise. Il y a plein de fois où je l'ai vu reculer, vu du stade, point de base, pour venir demander les ballons, être plutôt à l'aise, pour se retourner sur un contrôle bien senti, orienté, et tout de suite sur une passe verticale distribuer le jeu. Et bien souvent, il touchait qui ? Corentin Tolisso, qui fait pour moi un super match, en tout cas un très bon match, entre les lignes. Tolisso contre Lens a été, je trouve, vraiment très intéressant dans l'interligne pour être disponible, se démarquer et par son mouvement créer le décalage. Et ça, il l'a très bien fait. On a revu le Tolisso de projection, qui aime bien accompagner Mikotadze, venir presser, très disponible. En 45 minutes, j'ai relevé, je crois, 2, voire 3 situations qui montrent bien que Tolisso, dans l'interligne, l'interespace, est très disponible. Et sur une passe du droit, du gauche, verticale, il trouve tout de suite Mikotadze ou Fofana. On sent qu'entre Mikotadze et Tolisso, il y a un début de connexion technique qui me plaît beaucoup, entre l'un qui est entre les lignes, disponible et proche de Mikotadze, et Mikotadze qui est bon dans l'appel de balle, la projection, la prise de l'espace. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé les deux, plus Morton, pour moi, sont les 3 hommes du match, parce qu'ils sont disponibles, ils ont été plutôt bons techniquement, et ils ont su créer du mouvement par leur appel de balle pour Mikotadze. Donc vraiment, les 3 ont fait beaucoup de bien, je dirais, offensivement, dans la création, dans la construction du jeu pour l'OL. Alors malgré tout, bien évidemment, il n'y a pas eu que du bon durant 45 minutes, c'est sûr, il y a aussi du mauvais. Et dans le mauvais, qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, il y a un point qui me dérange un petit peu, et c'est une constante avec les matchs de pré-saison de l'OL. On sent qu'il y a une fragilité à 2 niveaux. En premier lieu, je dirais qu'il y a une fragilité dans le dos de Niakhaté, Abner, Mata, Koumbedi. C'est frappant, on l'a encore vu hier, je pense que Pierre Sage a largement et longuement insisté auprès de ses joueurs en disant qu'il fallait attaquer l'espace dans le dos de Niakhaté, Abner notamment, et ça n'a pas manqué. En fait, pour faire un petit peu schématique les amis, dans le 3-4-2-1 de Pierre Sage, il y a 2 ou 3 caractéristiques très fortes. L'apport des côtés des pistons avec Machado à gauche, Aguilar à droite, et en plus de ça, vous avez un carré, comme je vous l'ai dit, avec Guilavogui, Saïd, Andy Diouf, Thomasson. Et ce qui est pour Lens vraiment intéressant dans ce qu'ils ont fait contre nous, c'est que Andy Diouf, par moment, adorait faire des courses de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on voit sur une passe très très verticale et directe de la part de Aguilar, je crois, dans mon souvenir. Et on voit Andy Diouf qui part d'une position
position de numéro 6, 8, très axial. Et sur une course intérieure vers l'extérieur, il va attaquer l'espace. Et là, dans le dos de Niakhaté, il prend le dessus, le meilleur, il va au cage, il crochette, il frappe et très belle parade de Rémi Descamps qui fait un très bon match sur sa ligne et aussi dans le jeu au pied, il faut le dire. C'est une des actions qui montre bien que l'OL, sur, je dirais, 3-4 ballons dans le dos d'Abner, Niakhaté, Mata ou Koumbedi, est très vite en difficulté. C'est une caractéristique négative de l'OL que le staff lensois a très très bien ciblé. On est souvent en galère dans le dos, en fait, quand il faut gérer entre les lignes un appel de balle plongeant pour l'adversaire. Ça, c'est mon point de critique numéro 1. Second point de critique qui m'a un petit peu déplu contre Lens, alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, on aime bien prendre des risques sous pression et sortir proprement. C'est bien, on a ce courage de jouer sous pression, de prendre des risques, mais attention, la prise de risque doit être contrôlée, maîtrisée. Contre Lens, j'ai pas aimé le fait que parfois, on s'entête bêtement à vouloir jouer sous pression, circuit court, grosse prise de risque, alors que le jeu est plus simple. Et il faudrait parfois plus allonger, jouer plus vertical, plus direct, parce que là, contre Lens, j'ai relevé, c'est simple les amis, j'ai relevé 1, 2, 3, 4, 5. 5 séquences. J'ai relevé 5 séquences en 45 minutes, au cours desquelles l'OL prend des risques fous, qui se traduisent par une perte de balle, et dans la foulée, transition contre nous, attaque, défense, et là, on est un petit peu en PLS. Et ce que je vous dis là, les amis, c'est factuel. À la 19e minute de jeu, à la 24e, à la 35e et 50 secondes, à l'heure de jeu, ça fait déjà 4 séquences en phase de transition pour nous, attaque-défense, où on est mis en difficulté. C'est Ainsley Maitland-Niles. Maitland-Niles qui, durant quasiment tout bien, Descamps est bon dans le jeu au pied. J'aime bien ce qu'il fait. Mata, Niakhaté, c'est pas folichon, mais ça progresse. Mais malheureusement, dès qu'on parvenait à casser le pressing lensois, le déchet technique de Maitland-Niles était pénalisant et a fait beaucoup de tort à l'OL, qui aurait pu prendre, je pense, 1 ou 2 buts si Lens avait été plus inspiré sur les phases de perte de balle de l'OL, notamment dû à Ainsley Maitland-Niles. Parce qu'en seconde mi-temps, l'OL a souffert, l'OL a beaucoup souffert, on a morflé, on a reculé, mis sous pression par Lens, plus agressif, plus créatif avec Thauvin qui apportait une plus-value technique pour Lens qui est indéniable, et on a beaucoup trop reculé, et je pense qu'il y a aussi un creux physique aux environs de l'heure de jeu, c'est logique, c'est un match de début de saison où l'OL doit grimper sur le curseur physique, c'est pas déconnant en soi, mais voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'on a beaucoup reculé, et la seconde mi-temps, ça a été une forme de, on peut le dire, de souffrance pour nous tous. Alors oui, au final, l'OL gagne le match et prend 3 points, c'est bien, c'est positif, beaucoup de courage, d'abnégation et de résilience, parce que franchement, il faut le dire aussi, tenir un match comme ça, avec autant de pressing lensois, de courses, de verticalité, c'est pas facile. C'est un début de saison. Il fut un temps peut-être où l'OL aurait pu couler contre Lens à Bollaert. Quand tu prends des vagues comme ça successives, t'es pas à l'abri d'un but gag, ça peut se produire. Et c'était pas loin, ça a failli se faire. Sauf que, pour le coup, on a su être résilient, déterminé, très courageux. Et il faut le dire, un très bon Rémi Descamps qui a fait les parades décisives pour maintenir l'OL à flot au cours du match. Donc, victoire dans la douleur, dans la résilience, l'abnégation, mais victoire super importante pour un OL qui, on peut le dire maintenant, a un 11 qui je trouve cohérent, mais par contre les amis, c'est un petit débat que je vous lance en vidéo, je pense qu'il faudra, alors non pas forcément techniquement, mais dans la créativité, il faudra passer un cap, parce que on va jouer souvent des équipes en bloc relativement médian, voire bas, contre Metz dans une semaine par exemple, et je pense que là, il faudra être plus fort dans le camp adverse. C'est un petit peu ma crainte à l'instant T. On a une équipe plutôt, je dirais, de transition, un peu moins de contrôle, de possession et de position, plus de transition, ça me va, moi c'est un foot que j'aime. Mais qui dit foot de transition dit besoin de créer des espaces. Et face à des blocs relativement compacts, denses, made in Ligue 1, avec beaucoup de physique, de puissance, d'intensité, ça va pas être facile. Donc là, à Bollaert, je pense que l'histoire du match et le profil de Lens nous aide pas mal, parce qu'il y a de l'espace, on peut en transition faire mal, piquer, c'est bien, et pour nous c'est positif. Maintenant, face à Metz, face à d'autres équipes que je peux oublier, ce sera une toute autre limonade, et il faudra être plus créatif devant. C'est le petit point, même le gros point d'interrogation que j'ai à l'instant T, les amis. Est-ce qu'on a les profils pour le faire? Je pense que oui. Il faudra espérer que Pavel Schulz soit un élément fort
dans ce profil de jeu-là. Et je mise aussi beaucoup d'espoir sur le petit Karabets, le petit Adam Karabets, que j'ai hâte de voir sur au moins une mi-temps, on va dire, parce qu'il a le profil typique du joueur qui peut, dans le camp adverse, créer de vraies différences par la passe, par le geste juste. Lui, là, excellent gaucher, très technique. C'est l'un des profils qui, je peux le dire, me hype le plus pour la saison de l'OL. Au rayon des points positifs, les amis, toujours, moi, il y a un élément qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que l'OL ait su, sur des phases de jeu accélérées, en 2-3 passes, faire de vraies différences. Ça, c'est une forme de fil conducteur qu'on a vu durant les matchs amicaux contre Hambourg, contre Majorque, contre le Bayern. L'OL peut et sait faire mal sur des phases de jeu plus verticales. Et bien souvent, on voit une forme de circuit préférentiel qui se dessine avec relance courte vers Morton, Tolisso et Tolisso directement Mikotadze, Fofana qui vont manger l'espace. Ça c'est bien. Et contre Lens, je dirais qu'il y a peut-être 3-4 séquences qui viennent de ça. Si on prend le but de l'OL, le but du 1-0, c'est exactement ce que je vous dis là les amis. En fait, l'OL a la faculté, sur 2-3 passes, d'accélérer le jeu, par un jeu de position de grande qualité, et surtout un jeu dans les lignes qui est vraiment intéressant. Tolisso le fait bien, le petit Kalismera le fait bien aussi, et quand en plus, offensivement, tu as Malik qui peut attaquer l'espace sur une course verticale de 20, 25, 30 mètres et faire mal au Lensois, c'est positif. Ce qui montre bien qu'en phase de jeu plus, je dirais, transitionnelle, l'OL est vraiment intéressant. Je pense qu'on a une évolution, les amis, de profil d'équipe. J'avais écrit un tweet sur le sujet, j'avais dit que l'OL était en phase de mutation, en phase de transition, entre guillemets, d'un OL de contrôle, avec Cherki, Almada, Lacazette, vers un OL de transition, sur un jeu plus direct avec Fofana, avec Mikotadze, Tolisso, et c'est ce qu'on voit en fait. On voit un OL qui évolue vers un style un peu plus direct, moins dans l'emprise technique, même s'il y a quelques séquences de jeu où on parvient, je dirais, à imposer une forme d'emprise technique, c'est sûr, mais dans l'ensemble du match, on a plus un OL qui vient piquer en transition, en jeu plus vertical, et moi, c'est un foot qui me plaît beaucoup. Alors rapidement, mon top du match, mes 2 tops du match, sans grande surprise les amis, c'est le petit Morton qui fait un match, alors pas parfait de A à Z, c'est vrai, mais un match où il est disponible, plutôt bon sous pression, combatif et plein d'abnégation. Il résume, je pense, à lui quasiment tout seul le match de l'OL, où tout n'a pas été parfait techniquement, c'est vrai, mais dans la motivation, l'intensité, les courses, les replis, le dynamisme, Morton, c'est quasiment à sans faute. Donc, top du match, Morton, mais mon gros top du match, je dirais Corentin Tolisso. Tolisso qui fait un match complet. Vraiment, pardon, mais vu du stade, tu te dis, bon, c'est un leader, c'est le patron de l'équipe, c'est le gars qui prend le ballon, qui dit, toi, va à droite, va à gauche, reviens, décroche, prends l'espace, il fait tout. C'est un petit peu la tête pensante, je pense, de l'équipe d'aujourd'hui. Mais Tolisso avec ballon, c'est tellement intéressant. Dans la disponibilité entre les lignes pour créer le décalage par la passe, du droit, du gauche, jeu court, jeu long, jeu vertical. Je vous l'ai dit les amis, j'ai revu le match. Je l'ai revu à froid pour être sûr que mon impression, vue du stade, était la bonne. Et pour Tolisso, j'ai tout relevé sur un petit calepin, ce qui m'a plu de sa part. Et écoutez bien, j'ai mis en 45 minutes, du coup d'envoi à la mi-temps, je vous lis ma phrase, 3 passes clés pour Tolisso qui créent soit une action de but dangereuse ou au moins une situation. 3 passes clés en 45 minutes. Et ouais, ça montre bien que on a un profil de joueur qui est tellement important sans ballon, avec ballon, à la création, défensivement, il est vraiment, je dirais, Tolisso, c'est le couteau suisse. C'est le gars qui sait tout faire. Leader, fort sans ballon, fort avec ballon, franchement, homme du match. Donc Tolisso et Morton, mes 2 hommes du match. Maintenant, au rayon des flops, les amis, il y en a un qui m'a gonflé. À vrai dire, je fais une overdose, une saturation, je n'en peux plus. Parce que sans ballon, c'est pas possible. C'est plus possible, en fait. Il y a eu tellement de matchs l'an passé où on s'est dit, fais chier, quoi. Fais chier, sans ballon, on est trop naïf, on n'est pas assez agressif, trop en dilettante, trop je m'en foutiste. Ça m'a tellement gonflé l'an passé que maintenant, les gones, je vous le dis franchement, je vais traquer tous les comportements de joueurs qui seront soit en mode dilettante, je m'en foutiste, ou en mode attentiste. Tous ces comportements-là, je vais les traquer à chaque match. Et là, il y en a un qui m'a gonflé, mais de A à Z, du début à la fin de son match,
C'est Ainsley Maitland-Niles, encore lui, c'est pas possible. Des pertes de balles idiotes, sous pression, c'est pas possible. Des replis défensifs au petit trot, tranquille, sans grande pression. Non, ça va, quoi, ça va, c'est bon. Voilà, on le sait, c'est une saison qui est pour nous charnière, transition. Et il faut être bon. Peu de moyens, moyens réduits, mais il faut être bon. Tu ne peux pas te permettre de faire des matchs comme ça, comme il l'a fait. C'est impossible, c'est kamikaze. Alors hier, ça passe, c'est cool, on prend les 3 points. Mais il y a des matchs où, si on continue comme ça, avec des joueurs qui sont en mode tranquille, piano, pépère tranquille, il y aura plein de déconvenus en fait. C'est écrit d'avance. Et là, son match d'hier, entre les pertes de balles, le mode dilettante, tranquille, tout à 2 à l'heure, c'est plus possible. Moi, j'en ai marre, ça me saoule. Ainsley, il fait une préparation qui est, je pense, très très moyenne. Son match à Lens, il est très mauvais, il est exécrable. Et ce qui me frustre avec lui, les amis, je vous le dis franchement, c'est que Maitland-Niles, s'il le voulait vraiment, et ce que je vous dis là, je le pense mot pour mot, si vraiment il le voulait, il serait en Europe l'un des meilleurs latéraux. Mais sans discussion possible. Si Maitland-Niles le voulait vraiment, s'il avait là-dedans l'envie d'être le numéro 1 à son poste, alors il serait pas le numéro 1, c'est sûr, il y a mieux que lui, Hakimi par exemple, en Ligue 1, mais il serait, je pense, l'un des 10-15 meilleurs en Europe, c'est sûr. Il a quasiment tout. Quand on est vraiment objectif et lucide, il est bon, il a un bon pied droit, il est intelligent, tactiquement il est polyvalent, il sait être à la fois latéral droit, être très liquide entre guillemets, devenir un piston droit, ailier droit, numéro 8, numéro 6 bis, il sait quasiment tout faire, il est polymorphe, Maitland-Niles. Et en plus de ça, il a un volume de jeu, avec autant de qualités que j'ai énumérées, c'est quand même dommage de se saborder tout seul, quoi, de se gâcher par un comportement sans ballon qui est un petit peu je m'en foutiste, tranquille, voilà, perte de balle. En plus, ce qui me rend fou, c'est que contre Lens, les amis, les quelques fois, les 3-4 fois, on est un petit peu en galère en transition attaque-défense, c'est pas à cause de Lens qui fait un pressing de fou, c'est surtout à cause de l'OL qui perd des ballons bêtement. Position pour Lens et grande galère pour l'OL. Ça me rend fou, c'est pas possible. Avant de nous quitter les gones, 3e thème de la vidéo assez rapide, on fait un petit point sur l'OL à l'instant T et quels sont selon moi et selon vous aussi, vous me direz en commentaire, les besoins en termes de profil de joueurs. Je pense que, les amis, il nous manque 2-3 profils. Alors dans l'idéal, je dirais 3, mais 2, ça m'ira très bien. En priorité absolue, il faut quelqu'un à droite. C'est pour moi une évidence. Dans le 4-2-3-1 théorique de Fonseca, il faut quelqu'un à droite qui peut être le pendant à gauche de Malik pour prendre l'espace, être fort dans le 1 contre 1. Il nous manque clairement de la verticalité, de la prise de l'espace, et ça contre Lens, on l'a vu durant quasiment tout le match. C'est un petit peu un OL déséquilibré qui assume le fait de faire jouer très axial Maitland-Niles, et donc devant, il y a un trou. Moi, j'aurais aimé qu'on ait un profil comme celui-ci qui rentre pour prendre l'espace et surtout soulager sous pression l'OL, parce que quand tu n'arrives pas à sortir court, être propre sous pression, il faut allonger. Mais quand devant, tu n'as pas de solutions qui peuvent prendre l'espace, qu'est-ce que tu fais? Tu perds les ballons, tu rends très vite les ballons. Donc pour moi, à droite, priorité absolue, il y a une urgence. Il faut un profil de joueur qui va prendre l'espace, attaquer, être fort en 1 contre 1, déséquilibrant. Contre les blocs bas que jouera l'OL d'ici peu comme Metz le week-end prochain, on va se heurter à des blocs relativement compacts, très denses, et il te faut des profils de 1 contre 1 qui feront de vraies différences. Si dans le cœur du jeu tu as Schulz, Mera plus Karabets, il te faut à gauche quelqu'un qui va percuter, à droite pareil, pour moi, c'est vraiment une question de profil de joueur. Sans ce profil-là à droite, je pense que tôt ou tard, l'OL, malgré de très beaux principes de jeu, sera, je pense, lisible tactiquement. Durant le match contre Lens à Bollaert, vu du stade, j'ai eu comme un flash. En fait, je pense que plus que jamais, l'OL a besoin d'un profil pivot numéro 9. Pourquoi je dis ça, les gones? Pour 2 raisons. Number 1, sous pression. En seconde mi-temps, on l'a vu, on a beaucoup reculé, on n'était pas assez fort dos au jeu pour garder les ballons, faire remonter le bloc, bref, une vraie galère pour l'OL. Donc il manque quelqu'un qui peut prendre le ballon, contrôler, faire monter l'équipe et soulager sous pression. C'est tellement important, moi j'ai plein de pistes en tête, de profils qui me plairaient bien. Le profil type version Ligue 1, ce serait Ajorc, je pense, qui a ce profil de joueur bon dans les airs, bon dos au jeu,
pour garder les ballons, remiser. Le match contre Lens, en tout cas me concernant, a montré qu'il manquait un profil plus costaud dos au jeu pour garder les ballons et faire remonter l'équipe et soulager sous pression. Contre Lens, j'ai en souvenir un très bon décalage à gauche, Abner, Fofana, très bon centre tendu, et là, Miko est trop juste, parce qu'il n'est pas assez grand, pas assez bonne détente. Si tu mets un Giroud, si tu mets un Ajorc, si tu mets un Stulic, ou un mec plus costaud, plus grand, c'est sûr c'est but. Voilà en gros, les amis, tout ce que je voulais vous dire pour cette fois-ci. On se retrouve très vite, quand, je ne sais pas encore, dans un cadre plus sympathique, moins bordélique, avec plus de lumière et plus de rouge et de bleu. Je vous embrasse, allez l'OL, plus que jamais. Ciao, ciao!